Je lance l'enregistrement, nickel, et voilà, cette fois, le clap, c'est bon. C'est tout bon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vous êtes sur Unimix. Sur Unimix, la radio des étudiants. Unimix. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Unimix. Aujourd'hui, pour une nouvelle parenthèse académique, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Monsieur Vincent Barras. Vincent, merci beaucoup de me rejoindre dans les studios. Merci de m'inviter. Tu es professeur à l'Université de Lausanne, c'est ça ? C'est ça, Lausanne, oui, à l'Université de Lausanne. D'accord. Et tu as tout d'abord une formation en tant que médecin et tu t'es aussi intéressé à la littérature, oui ? C'est ça, j'ai une formation multiple. J'ai fait une formation médicale que j'ai continué un peu dans la pratique et ensuite dans l'histoire de la médecine. Mais j'ai aussi une formation littéraire et musicale avec des études assez complètes dans les deux domaines. Et ça m'a... Alors, entre les trois différents domaines de base, j'ai fait des sortes de mélanges en m'occupant d'histoire de la médecine et des sciences, en faisant une spécialisation ensuite à l'étranger en philosophie et histoire des sciences, d'une part, et en poursuivant du côté littéraire et sonore, musical, des chants dans lesquels il y avait des domaines, surtout des domaines expérimentaux, dans lesquels il y avait un croisement un peu à la fois de mes intérêts littéraires et puis de mon goût pour les choses sonores. Voilà. Est-ce que lorsque tu t'es lancé dans la médecine, tu savais déjà que tu voulais partir plutôt dans justement l'histoire de la médecine ou... Oui, je crois. Enfin bon, je n'avais pas en tête l'idée que ça pouvait faire un métier, ce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, parce que tout le monde ne peut pas le faire, c'est-à-dire gagner mon argent et ma vie avec cette occupation-là, en faisant de la recherche et de l'enseignement en histoire de la médecine. Mais j'avais, disons, en tout cas dès le départ, conscience que la médecine, c'était pas uniquement un métier pour moi, et que c'était plutôt une branche du savoir et de la culture. Voilà. Et donc, ça m'a assez vite convaincu que la pratique, que j'ai beaucoup aimé pourtant, il fallait qu'un jour, je devrais peut-être choisir entre m'occuper des patients pour de bon, sérieusement, et si on veut le faire bien, je pense qu'il faut s'y donner à fond. Mais si on est intéressé par d'autres choses, c'est un peu plus compliqué. Puis pour finir, la vie a fait que j'ai pu choisir une orientation, tout en restant dans la médecine, qui était celle de la philosophie de la médecine. Oui, je trouve ça quand même assez extraordinaire de pouvoir avoir ce genre de parcours. Bon, le parcours, c'est toujours après coup qu'on l'a fait. C'est pas exactement comme quand on fait un itinéraire en montagne. Enfin, en tant que Valaisan, on sait bien ce que ça veut dire. On va d'un point A à un point B. Et on connaît déjà le point B. Dans la vie, en tout cas celle que j'éprouve encore pour un petit bout de temps, j'espère, je ne sais pas encore où est le point B. Et c'est après coup que je peux regarder en arrière le chemin parcouru et lui donner une logique. Alors maintenant, je donne celle-ci, mais quand j'avais ton âge, je ne suis pas sûr que je me rêvais déjà en poète sonore. Certainement pas, par exemple. Mais parce que justement, c'est assez intéressant en parlant de ça, parce que justement, dans nos classes, en tout cas avant l'université, j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'entendre parler de poésie sonore, parce que c'est tout le temps presque juste des sonnets, quoi. Et tandis que là, j'ai suivi un cours où justement on a exploré plusieurs formes de poésie et je trouve ça très intéressant. Je me demande comment est-ce que toi, tu l'as rencontré, tu es un peu tombé dedans. Oui, je suis tombé dedans. Je pense que c'est encore un de ces domaines de l'activité humaine et de l'activité culturelle en particulier qui demeurent un peu marginaux, pas vraiment institutionnalisés par rapport aux grandes formes. La peinture, des enfants, on sait qu'il y a des peintres qui font de la peinture ou des musiciens qui font de la musique. C'est des catégories culturelles bien stabilisées. Il y a des catégories plus floues comme la performance, comme dans le domaine culturel et artistique en particulier, qui sont moins stabilisées, qui tendent à le devenir. Ça fait partie un peu de l'histoire de ces différentes disciplines. Et la poésie sonore, c'est quelque chose d'assez récent. Et peut-être qu'un jour, on n'en parlera plus parce que ça saura diverger ailleurs. Elle ne fait pas partie de ces grandes institutions culturelles qui sont marquées soit par la présence dans les programmes scolaires, justement, ou dans les institutions, un musée, une galerie, un conservatoire de musique, etc. Ça, c'est des grandes institutions. Mais moi, assez vite, à vrai dire, j'étais intéressé par des formes artistiques un peu parallèles. C'est-à-dire les gens qui m'intéressaient quand je faisais ma formation musicale en particulier,
et ça explique comment je suis tombé dedans, comme tu dis, c'est des gens dont j'ai vu qui faisaient j'aimais beaucoup la musique contemporaine. J'ai eu la chance d'avoir une professeure, dans mes années de collège, encore une professeure de musique, dans une ville valaisanne que rien ne prédispose à l'avant-garde, qui s'appelle Saint-Maurice. Mais il y avait en tout cas, rien ne prédisposait à l'époque. Je ne vais pas parler de maintenant. Peut-être que c'est devenu un centre d'avant-garde. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment ça. Mais il y avait quand même une activité de l'esprit et en particulier une prof de piano chez qui je prenais des cours et qui me faisait découvrir des compositeurs qui, quand j'avais 12, 13 ans, 14 ans, qui composaient aujourd'hui. Et pas seulement Beethoven, Bach et les grands classiques de l'institution musicale, justement. Et ça m'a tout de suite plu. Je ne sais pas dire pourquoi. On tombe un peu dedans. D'autres de mes collègues, camarades, ça les emmerdait complètement parce que c'est quoi ces sons qui sont dissonants et tout. Moi, ça me plaisait bien, cette espèce de chaos comme ça, bruitiste de la musique, et j'aimais bien jouer ça. Et ces gens que j'aimais, elle me les faisait découvrir, et peu à peu, je m'apercevais que ces gens-là, ils n'étaient pas juste des compositeurs écrivant des notes, mais qui faisaient des choses avec des poètes, par exemple, ou avec des peintres. On voyait qu'il y avait... Je te parle des années 60 et 70, donc ça remonte à il y a pas mal d'années, et que je découvrais comme préadolescent même, des gens qui changeaient de catégorie ou qui allaient voir à côté. C'est un peu le début, et c'est comme ça que assez vite j'ai été baigné, ou intéressé en tout cas, par ces formes qui à l'époque émergeaient sur la scène internationale, le multimédia, l'interdisciplinarité, le happening, la performance, qui sont les moments où on commence à parler de ces notions-là dans l'histoire de l'art contemporain. Et finalement, telle personne, tel artiste, on ne sait plus très bien s'il était peintre ou chorégraphe et poète ou musicien. Et ces gens-là, je me suis aperçu très vite que c'était eux qui m'intéressaient. Parce qu'en même temps, je prends un exemple de quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser d'une part, mais aussi d'étudier et de travailler passablement, John Cage, qui est un des grands noms de l'avant-garde artistique du XXe siècle. Il est mort en 1992. Tu ouvres une production de John Cage. Est-ce que c'est de la musique ? Parfois, il y a des notes, parfois pas. Quand il y a des notes, tu dis, bon, ça ressemble à la musique. Parfois, il n'y a que du texte. Ah, bah, c'est un poète. Ou des fois, il y a des dessins ou autre. Et tu dis, mais au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il est quoi ? Il est peintre ? Alors, ça peut être troublant. Il y a des gens pour qui c'est bizarre, et moi je me sentais délicieusement bien dans ce domaine. Oui, parce que c'est pas conforme en quelque sorte, c'est pas ce qu'on nous a montré, c'est pas ce qu'on a l'habitude de côtoyer. Donc voilà, ça correspond pas à ces catégories traditionnelles ou institutionnalisées, socialement acceptées dans la culture occidentale qui s'est construite là-dessus en divisant depuis une très longue histoire qui remonte au Moyen-Âge voire avant, les arts visuels, les arts sonores, et au sein des arts sonores, la musique et pas les bruits. Enfin voilà, il y a une activité de discrimination qui est l'activité d'une histoire culturelle. Et puis les artistes, à certains moments de l'histoire, s'amusent parfois à brouiller les pistes. Alors après, on s'aperçoit qu'on vit un moment, alors c'est pas moi qui l'ai découvert, enfin c'était simplement que ça existait à ce moment-là, puis quelqu'un ou quelques autres ensuite m'ont dit tiens, va voir de ce côté-là, puis j'y suis allé spontanément, sans trop me spécialiser. Je faisais beaucoup de piano à l'époque, mais j'étais pas le pianiste m'intéressant qu'au piano. Je jouais du John Cage, mais des fois dans ces pièces de John Cage ou d'autres, il fallait dire des trucs. D'accord, parler, ouais. Pas chanter, mais parler ou agir avec le corps, ou bouger un peu, ou s'asseoir sur le piano, faire des choses un peu incongrues, pas seulement être joué à toute vitesse des notes, quoi, comme on attend d'un pianiste. Donc voilà, en découvrant ça, soit on aime ou on n'aime pas, on n'est pas obligé d'aimer ça, on n'est pas obligé de trouver ça formidable, mais on s'intéresse aussi, on se dit, tiens, il y a des choses bizarres, étranges, plaisantes, et puis des gens un peu farfelus, enfin, qui passent pour tels, puisque justement, ils ne sont pas dans les catégories. Total, on peut justement aussi, ça permet de nous libérer un peu, peut-être de nous détendre, de ne pas être tellement stressé par la performance, d'avoir des idéaux inatteignables. Oui, alors c'est sûr que ça met en cause cette posture, mais qui est une posture historique, hein, je le répète, c'est-à-dire que c'était vraiment aussi des années de contestation
par ailleurs, années 60, 70, il n'y a pas besoin de parler de mai 68 pour voir ce que je veux dire, ou un certain ordre établi, hérité du passé, après-guerre, après, etc., etc. C'est des histoires compliquées. Mais dans le domaine de l'art, ça s'est manifesté ou traduit par des gens qui essayent de faire bouger un peu les catégories. Ouais, c'est ça, bouger les catégories reçues. Et ça déstabilise un peu. Ça déstabilise. Alors, ça, justement, ça va... Pour certains, c'est inquiétant. Pour d'autres, dont je fais partie, ou j'ai fait partie, en tout cas, c'était un peu rassurant parce qu'effectivement, je ne pense pas que j'avais les moyens, par exemple, de devenir le pianiste virtuose absolu, le meilleur au monde, comme on rêve tous de l'être quand on est au conservatoire. On a un seul modèle qui est celui d'être le plus beau, le plus parfait, pas de fausses notes ou autre, et c'est des modèles très stressants. Et ces modèles-là qui détournent ces voies-là, ces exemples-là, détournent de cette qualité-là, avec pour le meilleur et pour le pire aussi, parce que ça peut aussi dire, oui, l'exigence de la qualité du travail, je trouve que c'est quelque chose de bien quand on fait de la musique, ou quand on fait de la peinture sans doute, ou de la danse, ou que sais-je. Mais il faut savoir jusqu'où et comment et à quel prix aussi, et dans quelle mesure, de toute façon, c'est des arts d'une telle exigence, en tout cas dans le système actuel, que si on n'est pas le premier, on a le sentiment souvent de ne rien valoir. Oui. Si on n'est pas le danseur étoile, on est qu'un petit rat de ballet, on a raté sa vie. Enfin, il y a des systèmes de valeurs qui peuvent être très contraignants et très violents aussi pour les gens. Alors, que pour aller dans ton sens, effectivement, ces modèles-là permettent de dire il est quand même possible de trouver d'autres voies et d'avoir un travail. Mais sauf qu'il faut trouver à ce moment-là ses propres règles de rigueur pour faire quelque chose d'intéressant sur le plan artistique, mais qui ne sont pas nécessairement liées au cadre habituel de jugement esthétique. Oui. Alors voilà, c'est comme ça que... Et la poésie sonore que j'ai découverte, c'est justement des gens de cette génération-là, une génération, je dirais, un peu avant la mienne, qui, dès les années 50, 60, 70, traficotaient de tous les côtés et qui, eux, travaillaient avec une chose qui, par ailleurs, m'intéressait, la littérature, puisque je me formais aussi là-dedans, et dans les lettres et la linguistique et ces choses-là, puis qui mélangeait un peu, justement, la performance sur scène, l'acteur, avec la création poétique, et qui essayait de dire la poésie, ça c'est certains des premiers qui ont lancé ce terme même, ça date des années 60 ce terme, fin des années 50, début des années 60, poésie sonore, c'est devenu un label, mais on peut appeler ça poésie performance, enfin peu importe le terme. Il est commode parce qu'on voit à peu près ce qu'on veut dire, mais c'est surtout un moment historique où des gens on dit, on en a un peu marre dans l'institution littéraire où effectivement c'est le papier, si je ne suis pas publié chez Gallimard, je suis un peu raté, etc. Ou autre. Ce modèle de la poésie, comme ça peut l'être pour la danse, la peinture ou autre, si je n'arrive pas à ce degré d'excellence avec une institution qui me consacre. Et à Fribourg, on peut parler de consécration quand même. C'est quand même un lieu où on réfléchit beaucoup à ces questions de consacrer, en termes théologiques du terme, au sens théologique du terme. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On crée un canon, littéralement. Oui. La poésie, ces gens-là avaient envie de faire la poésie, tout en disant, mais Gallimard, ça ne me plaît pas. Donc, ils ont essayé d'inventer des formes avec parfois beaucoup de déchets. Et disons, mais maître, si je peux appeler ça ainsi, ou maîtresse, enfin des modèles que j'ai eus et que j'ai vus dans les années 80, c'est comme ça que je suis tombé dedans. C'est des gens qui aimaient la poésie, mais qui trouvaient que c'était très réducteur que de s'en tenir qu'au livre. Et ils avaient envie de la rendre un peu plus vivante, parce que justement, elle est emprisonnée dans ce livre, elle est couchée sur papier. Mais au final, quand on étudie un peu l'histoire du livre, on se rend compte aussi que c'était surtout un moment de partage pour toute une communauté. Donc il faut le faire sortir du livre. Exactement. Alors ces gens-là avaient à la fois l'impression d'être des novateurs, mais en même temps de retrouver quelque chose d'avant le livre. On sait que le livre, c'est aussi, c'est une longue histoire, quelques centaines d'années, mais il y avait de la poésie avant le livre. Et par exemple, les gens qui m'ont influencé, que j'ai découvert, je pense à Michel Métaille, une femme, Bernard Heidsieck,
de Français, Henri Chopin ou d'autres, il s'intéressait beaucoup à la poésie des troubadours, justement, où il disait, mais au fond, avant Gutenberg, le livre et l'écrit, il y avait... comment est-ce qu'on faisait avec la poésie? On chantait, le chant, la poésie, peut-être que la chanson, c'est une partie. L'improvisation, on parlait, ou des formes un peu plus théâtrales, le corps, une gestuelle, par exemple. Et donc, ils ont un peu fantasmé sur cet avant Gutenberg. Et c'est eux qui ont décidé de façon assez arbitraire, nous inventons un nouvel art, la poésie sonore, mais cet art qui mélange au fond, où la poésie, c'est le centre, l'activité poétique, mais elle n'est pas nécessairement sous la forme classique, celle que l'écriture et la civilisation du papier a imposée comme la seule valable. Et voilà un peu la naissance de la poésie sonore, si on l'explique en quelques traits. Et il faut dire aussi, et surtout l'attention à porter à d'autres médias que le papier, et en particulier le son. C'est là où moi, venant un peu du son, et rencontrant dans mes explorations musicales des gens qui avaient cette tentation littéraire, je dis, mais c'est marrant, John Cage, pour citer celui que je viens de citer, eh bien, lui, il a écrit des trucs où il faisait des performances, où il racontait des trucs. On ne savait plus si c'était de la musique, du chant, de la mélopée, presque du rap parfois, avant l'heure du rap. Et lui, au fond, il disait, je fais ce que je fais et à vous de vous débrouiller avec ça, quoi. Et John Cage, les gens dont je jouais des partitions pour piano, par ailleurs, il composait des choses et puis je déchiffrais, j'essayais de les jouer, ces partitions, je travaillais ces morceaux. Je trouvais qu'il faisait des... D'un coup, je vois avec surprise qu'il fait des trucs qui rejoignent la poésie qui m'intéressait par ailleurs, parce qu'avec mes études de lettres, je trouvais qu'il y avait des gens qui m'intéressaient dans la poésie, et puis voilà, et mais c'est extraordinaire, ces gens qui arrivent à croiser comme ça les genres, à faire des hybrides. Totalement. Et puis, tu as fait souvent des représentations aussi, je crois, oui? Alors, disons que, oui, je me suis mis à en faire aussi. Alors justement, la question est-ce que j'écris de la poésie? Non, oui. Je réponds ni oui ni non, bien au contraire, comme on dit dans le canton de Vaud, où j'habite maintenant, tant que j'ai pris des tics. Plutôt, c'est-à-dire j'en fais. C'est-à-dire ce qui m'avait plu personnellement, c'était certains qui appelaient ça non pas tellement poésie sonore, mais poésie action. Donc avec justement, on agit, on est sur scène, et ce que je fais sur scène, d'autres ont appelé ça performance, peu importe le terme de nouveau. Par exemple, Bernard Heidsieck, que je citais tout à l'heure, lui, il a dit, pour moi, je fais de la poésie-action. Alors lui, par exemple, il écrivait, et puis après, il performait. Et alors il y a d'autres moyens de performer de la poésie sur scène, et la performance poésie-action, je me suis mis à faire en voyant ces gens-là, avec peut-être mon petit bagage de performeur ou d'interprète de piano, avec un peu de pratique de la scène, mais plutôt musicale, pour produire du son ou un événement sonore. Et je me suis mis à faire des choses comme ça depuis pas mal d'années maintenant. Et puis je suis comme ça que je me suis intéressé non seulement théoriquement ou aussi comme programmateur, parce que j'ai longtemps programmé à Genève pendant plus de 20 ans un festival où tous ces gens, tous ces gens-là que j'aimais, je les faisais venir, c'était pratique, j'organisais ma bibliothèque en quelque sorte comme ça, et j'ai commencé à faire ce que je fais de plus en plus maintenant, à savoir des performances de poésie sonore. Oui, c'est souvent comme ça que je définis une performance de poésie sonore. Et quelle est la réaction au niveau du public, au niveau des personnes qui viennent écouter? Est-ce plutôt positive ou ceux qui découvrent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je dirais, j'ai toutes sortes de réactions, et c'est vrai que les réactions, depuis, ça fait au moins 20-30 ans que j'en fais, donc je commence à avoir une longue expérience d'un public qui n'est pas toujours très nombreux aussi. Il ne faut pas s'imaginer que je remplis, c'est pas Johnny, ni c'est pas les Rolling Stones quand ils remplissent des stades, quoi, hein, donc on se calme sur la quantité. Ça se passe dans des endroits qui demeurent, comme on disait tout à l'heure, un peu confidentiels ou un peu en marge, pas forcément mainstream. Mais n'empêche qu'il y a quand même une communauté un peu partout sur la Terre, qui est dans différentes langues, qui ont et donc ça m'arrive de tourner à gauche, à droite, et puis mais les publics qui découvrent. Par exemple, les enfants, ça m'arrive aussi de faire des workshops avec des enfants
ou les publics normaux qui ne s'attendent pas à ça. C'est très souvent lié à un sentiment, je dirais pas d'inconfort, mais de comique parce que c'est incongru. Parce qu'effectivement, on fait pas... c'est des façons pas habituelles, en tout cas ma façon à moi de le penser, ça dépend, j'ai plusieurs formes ou plusieurs poèmes ou styles selon les cas, mais souvent avec des bruits qui sont des bruits du langage, mais aussi de ce qui se passe aux côtés du langage. Par exemple, quand je souffle, quand je prends ma respiration parce que comme on le fait tous, et là les nombreuses et nombreux auditeurs, j'espère, qui nous écoutent, auront inconsciemment ou non entendu que, à part ce que je dis, il y a aussi tous les bruits que je fais. J'ai bredouillé plusieurs fois. Il y a des bruits de bouche incontrôlés, il y a des bégaiements, il y a de la respiration. Donc il y a par exemple tous ces bruits qui contribuent à faire ce bruit qui est la parole, qui veut dire quelque chose. Hein. Si je dis micro, tout le monde comprend micro, mais peut-être que je dis micro, puis il y a un petit avant je me clarifie la gorge, et puis ce bruit-là. Et moi, j'essaie de faire par exemple, de ces bruits qui sont nombreux, beaucoup plus qu'on imagine, parce que ces bruits-là, on tend à les éliminer voilà, maintenant je viens de dire quand je m'écoute parler, et comme tous les professeurs, on s'écoute parler, c'est comme ça, et j'entends je vois que j'ai un petit peu bégayé sur le que, ce qui est assez fréquent. Chez à peu près tout le monde, hein, c'est des occlusives comme ça. Et ceux qui ont fait la linguistique et la phonétique, ils savent que c'est un phonème complexe. Et puis, donc, il y a plein de petites échappées. Et donc, ce matériau sonore-là, je me suis dit, et j'ai beaucoup travaillé, et je le fais aussi dans un duo avec un partenaire avec qui je travaille souvent, qui est Jacques Demierre, qui par ailleurs est aussi musicien, lui. Et on travaille beaucoup ensemble, on essaie de créer des pièces dans lesquelles ces bruits-là sont... Alors, ça répond à la question, est-ce que tu écris ? Mon écriture, c'est ça, c'est de trouver, de mettre en forme toutes ces choses, bruits parasites, qui parfois même, qui parasitent tellement le discours qu'on ne comprend plus ce qu'on veut dire. Par exemple, c'est le cas quand il y a des gens qui ont un énorme accent. Oui. On fait tous l'expérience depuis ici d'entendre des gens, on l'a tous fait, qui, par exemple, qui viennent des provinces d'Amérique du Nord situées à l'Est, qu'on appelle le Québec, et d'autres provinces dans lesquelles on parle aussi le français. Mais un français avec un accent très différent du nôtre, au point que ça m'est arrivé, puisque j'ai souvent séjourné, parfois de longue durée là-bas, d'être confronté à des gens où je trouvais qu'ils avaient un tel accent, mais ça c'était mon point de vue, que je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils me demandaient. Alors nous, on a la très mauvaise habitude d'imiter leur accent, mais en fait, si on se place de leur point de vue, c'est peut-être eux qui ont de la peine à me comprendre, parce que moi j'ai l'accent, je pense vaguement encore un peu valaisan, il paraît, mais pas beaucoup. À peine. Quand je vais à Paris, on me dit « Ah, c'est fou, t'as presque plus l'accent suisse, quoi. » Alors, ça, c'est vraiment... Voilà. Mais alors, les Parisiens ne s'imaginent pas qu'ils ont eux aussi un accent parisien. Enfin, cette question d'accent, par exemple, c'est quelque chose qui vient colorer, distraire, empêcher le sens ou le modifier, le moduler, la communication. Et ces phénomènes-là, voilà un phénomène qui est tout à fait intéressant comme élément poétique, par exemple. Oui. Alors, par exemple, il y a des gens qui font ça, les imitateurs font ça, mais dans un cadre très structuré, qui n'est pas toujours très plaisant, parce que je trouve qu'il y a presque du racisme dans certains cas. L'imitation Oui, ça d'accent. dépend comment est-ce Ça peut être extrêmement déplaisant, mais ça peut être aussi extrêmement riche comme matériau si on arrive à en faire quelque chose. Et là, par exemple, ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé sur une pièce avec justement Jacques Demierre, où cette question des accents, et on essaie de la thématiser en partant et en parlant avec nos propres accents respectifs qu'on a tous. Moi j'ai un peu d'accent valaisan, mais l'accent valaisan ça veut rien dire, parce que ceux de Martigny,
disent mais c'est pas l'accent de valaisan, ça c'est celui de Fuy ou de Martigny, mais ça n'a rien à voir avec celui de Chermignon d'où je viens. Oui, presque chacun son patois. Et si on va de plus en plus fin, entre mes frères et sœurs, on n'a pas tout à fait le même accent. Donc qu'est-ce que ça veut dire un accent? C'est compliqué cette histoire. Enfin bref, ça c'est pour les linguistes qui font il y a des linguistes qui travaillent sur ces questions-là. Mais comme poète, on peut aussi travailler là-dessus. Voilà un exemple où finalement on peut imaginer, et il y a des musiciens qui ont fait ça, qui ont essayé d'imaginer des mélanges de langues différentes ou de façons différentes. Et c'est la sonorité de la langue plus que le contenu même, ou autant que le contenu qui joue. Donc on recrée avec la langue un travail artistique propre de la poésie, mais sonore, parce que c'est des éléments qui ne sont pas juste la question... Pas seulement écrit, oui. Et si on réfléchit bien, l'écriture de la poésie classique, depuis qu'elle existe par écrit et qu'elle est consignée, c'est une façon de retranscrire sur la page blanche quelque chose qui a peu ou prou à voir avec un peu le son, la rime par exemple. Dans la poésie classique, le mètre, l'accent, le nombre de syllabes, les déclinaisons, ou voir même l'espace blanc, le silence, n'est-ce pas? On voit que cette question du son, elle hante la poésie, y compris celle qui est par écrit, qui, elle aussi, vient d'une poésie qui n'était pas uniquement par écrit et qui remonte à je ne sais quand au niveau de la naissance de l'humanité, à un moment donné où au fond, il y a une pulsion artistique de l'humain de faire quelque chose avec ce langage qui s'appelle la produire poésie. Quelque chose de plus. Et puis oui, comme on disait justement avant avec le piano, plus que de simplement se conformer aux touches que l'on a déjà, Oui. On peut aussi réfléchir, parce que techniquement en français, on a une quantité de sons entre guillemets limitée, Oui. mais encore dans toutes les autres langues où il y a encore plein d'autres sons différents qu'on pourrait aussi explorer. Absolument, absolument. Et effectivement, on s'aperçoit que la langue française, ou celle actuelle, mais qui change, elle aussi, c'est aussi quelque chose qui n'est pas figé une fois pour toutes. Elle a dans l'immensité possible des sons qui peuvent sortir de ça, de mon corps, de mes poumons, de mes bronches, de mon larynx. Là, c'est la médecine qui m'aide de mon pharynx, de ma langue, de mes cordes vocales, de mes caisses de résonance, de mes sinus, de mes cavités nasales, et tout ce machin compliqué, ces muscles, ces muqueuses et ces vides et ces pleins qu'on a, qui nous aident à produire des sons. Ça peut faire un nombre de sons infini. Et en français, on a découpé ça en quelques dizaines. Mais quelques dizaines qui sont des approximations aussi. Le R, par exemple. Oui, tous les types de... Le alors, c'est conçu comme la lettre R. Je vois ça parce qu'il y a le mot R ici. Un jeu de mots avec R, hair même, avec les cheveux. Et j'en parle en connaissance de cause. Le R, on le prononce... voilà, enfin, il y a une sorte de réduction à quelque chose de conventionnel qui est l'écoute du R, mais en fait... le R du vieux bourguignon, c'était le R, celui de ma tante Anne-Marie, décédée depuis quelques années, qui était une des dernières personnes qui roulait encore les R à l'ancienne, à Montana-Village, d'où je viens. R, ouais. La tante Anne-Marie. Alors moi, je limite, mais je limite mal. Elle avait un R qui était celui de la région du milieu du XXe siècle, quoi, qui a disparu. Donc on voit que ces choses-là, même le français bouge aussi, mais le français en fait une seule lettre, quoi. Un phonème avec ses variations, alors que peut-être dans d'autres langues, ce R, et je ne sais pas encore quelle forme, ça donnera un univers sonore et sémantique aussi. Les choses sont toujours liées dans la poésie, y compris dans la poésie sonore. Très riche, les nombres de langues qui utilisent des clics ou des bruits que nous, on n'utilise pas. Certaines langues en Afrique du Sud, par exemple, les langues à clics, comme on les appelle en linguistique, c'est fascinant de voir quelle richesse de sons ils existent. Donc c'est vrai qu'il y a un matériau là dont on a l'impression qu'un tout petit peu est exploité par les poètes habituellement, quoi. Oui, et ça nous permet de conscientiser en quelque sorte aussi, donc vraiment à tous les niveaux. Et puis je me demandais aussi si un peu, la poésie sonore, ça sert aussi un peu à choquer les gens pour se dire « Ah mais la vraie poésie, la poésie pour laquelle ils sont habitués, ils se disent « Ah mais ça aussi, il faudrait la faire sortir et à nouveau l'exprimer ».
Oui, disons, je crois que toute forme artistique peut viser à faire sortir les gens de leur cadre habituel. Devrait, en tout cas, c'est ma conviction, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est une position, c'est une posture là que j'ai, Oui. ou une idéologie. Mais parce que j'ai été assez marqué par l'avant-garde et les mouvements de ces années-là qui avaient parfois, et qui continuent parfois de l'avoir aussi, des postures très radicales, y compris sur le plan politique d'ailleurs. Hein. Mais ça, on trouve en art toutes sortes de postures possibles par rapport à ça. L'art doit rester dans sa tour d'ivoire et ne pas s'occuper de politique, ou l'art doit être dans le combat même de la vie de tous les jours. Ben, en poésie sonore, on a aussi des gens qui vont dans tous les sens. Pour moi, il y a cette fonction-là, c'est celle que tu évoques maintenant, c'est aussi une fonction de... Oui, c'est une fonction de rendre conscience, de provoquer un peu quelque chose, parfois de façon... c'est pas toujours très convaincant non plus. Hein, je veux dire, moi, j'en ai vu des tonnes de poètes sonores, tous ne m'ont pas toujours convaincu, j'ai pas toujours trouvé très bon, pour toutes sortes de raisons, enfin voilà. Mais toujours est-il que cette dimension-là de provocation, c'est vrai que c'est souvent ce que un public non averti, pour en revenir à une question dont on parlait tout à l'heure, c'est l'effet premier, mais ça peut ouvrir un peu quelques bouchons dans les oreilles. Ah, c'est marrant, j'avais pas compris qu'avec le bégaiement, on peut faire quelque chose d'intéressant et qui ne soit pas juste un jeu rigolo ou un sketch comique, mais qui puisse dire quelque chose. Je pense en particulier là, comme exemple, à quelqu'un qui a été aussi un très grand poète, qui est aussi décédé depuis quelques années, Gerasim Luca, qui était un poète d'origine roumaine, mais très influencé par le surréalisme à l'époque, au milieu du XXe siècle, venu à Paris dans les années 50, et qui avait une façon de déclamer des poésies, alors que lui écrivait beaucoup. Mais en même temps, il avait une façon de les savoir du point de vue sonore. Il les répétait de façon très très précise. C'était pas écrit sur ses bouquins, qui sont publiés par ailleurs comme ceux d'un poète normal. Et si je parle de lui, c'est que lui, avec le bégaiement, par exemple, il avait fait quelques poèmes, en jouant sur la question du bégaiement, qu'avant lui, on n'aurait pas imaginé comme une matière poétique noble. Oui. Et lui, il a en particulier fait un poème qui est assez célèbre, en tout cas dans le milieu, et qui vaut vraiment la peine d'être entendu. C'est Passionnément. On le trouve facilement sur les sites, Oui. sur Internet. Passionnément de Gerasim Luca, et où il décompose le mot passionnément. Voilà une technique de poésie sonore. Pa, 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 passi, pissé, passo, possi, le pape, pa. Enfin, voilà, ce serait comme un bègue absolu qui serait aux prises avec le terme passionnément, et puis qui n'arrive pas à le dire, ou qui dévie parce que papa, pissé, passi, qui se trompe, qui bégaye, qui estropie le mot, qui trébuche, etc. Oui. Et il en fait une sorte de récit qui est avec une qualité aussi de rendu sonore, qu'il était seul à pouvoir le faire, et avec sa voix de Roumain exilé en France, donc avec aussi La tout question ça, de l'accent. la question de l'accent qui revient, et avec ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la question de l'accent, c'est pas quelque chose d'innocent du point de vue politique non plus. Par exemple, quelqu'un qui a l'accent, est-ce qu'il est accepté ou non dans un pays? Quelqu'un qui a l'accent maghrébin, en France ou en Suisse, ça connote quelque chose. Il y a des termes assez insultants pour signaler des gens qui se signalent par leur accent venant, par exemple, d'Afrique du Nord. Oui. Et je n'ai pas besoin de faire de dessin pour dire à quoi ça renvoie politiquement, l'immigration, les banlieues, etc. Donc, cette matière sonore peut faire l'objet, et fait l'objet chez les poètes sonores intéressants, d'un travail vraiment poétique. Et c'est ce que je trouve, moi, de particulièrement intéressant dans la poésie sonore aujourd'hui. Extraordinaire. Je pense qu'on va vite fait mettre un petit extrait. Comme ça, on peut aussi découvrir un peu, après, entre guillemets, toute la théorie, voir en pratique qu'est-ce que ça donne. Gerasim Luca, Ouais, Passionnément. on écoute ça.
le pas, le faux pas, le pas, le pas, le mauve, le mauvais pas, le pas, le papa, le mauvais papa, le mauve, le pas, passe, papa passe, il passe, il passe le pas du pape sur le pape du pas du passe. Passi le sur le pas, le passi, pisser sur le pape, sur papa, sur la pipe du papa, du pape, pisser en masse, passe, passi, la passe, la basse, passi, la patio, basson, le pas, patio, le basson, et pas, le basso, do, passe, passion do, ne dominez pas vos passions passives, ne dominez vos passions, vos passions, vos dominos d'or, c'est dommage, ne domi, passe, passio vos pas, ne dominez pas, vos passes, passion, vos pas dévorants, ne dominez pas vora, ne dévorant, ne dominez pas vora, voration, ration, ne dominez pas vos passions, ration, ne dominez pas vos, minez vos nations, mine, ne mi pas, pavora, vos passionnantes rations de rats de papa, minez pas vos passions, vos rationnants ragoûts de rats, dévorez-les, dominez pas cet avant-goût de ragoût de pas, de passe, de passi, de pasigraphie, graphifi, de fifi, kiki, fénakisti, coco, fifi, fofo, fifi, photo, dominé, photo, mimé, fifi, photomicrographier vos goûts, c'est pou chorégraphique, fifi, de vos dégoûts, de vos dégâts, pas ça, passion de gars, coco, kistico, gars, les dégâts, le passion, passionné, il est né de l'année, de la négation, passion, crachez sur vos nations, de la neige, il est né, passionné, né, il est né à la nage, à la rage, il est né à la nécronage, rage, il est né de la néga, crachez de l'année, de la gapa, négation, passion, passionné, né, passionnem, je t'aime, je t'aime, passionnem, t'aime, je t'aime, je passion, j'aime, passionné, aimer, émerger, aimer, j'aime, aimer, émerger, passi, aimer, immersion, passion, passionné, et je t'aime, passe, passion, oh, Passion, ma crachez sur les rations. Ma grande, ma terrible passion, passionnée, terrible passion, je t'aime, aime, je t'aime, passionné, je t'aime, passionné, je t'aime passionnément, aimante, je t'aime passionnément, je t'aime passionné, je t'aime passionné, je t'aime passionnément, je t'aime passionnément. Top, en tout cas, merci pour cette petite découverte. J'aimerais savoir un peu plus personnellement, qu'est-ce que tu ressens lorsque entre guillemets, tu composes, tu écris de la poésie sonore.
Qu'est-ce que ça provoque en toi lorsque tu la performes aussi? Ouais. Effectivement, quand je fais de la poésie sonore, ça peut se faire de plusieurs façons. Donc, je n'ai pas une méthode appropriée. Ça donne des formes un peu différentes. Il y en a une qui consiste à imaginer à l'avance, un peu comme si j'écrivais un poème, entre guillemets, traditionnel, par écrit. Et d'ailleurs, c'est un peu les mêmes techniques. Mais ce que j'ai en tête, c'est déjà... je suis souvent retenu par un mot ou un jeu de mots où j'explore un peu, par exemple, les bruits de la respiration. Voilà, ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Et puis, je me dis, j'aimerais bien faire quelque chose où je joue un peu avec... que ça veut dire de respirer, inspirer, expirer, et puis de mettre ça en mots, et tout en le faisant entendre, comme ça. Alors, j'essaie d'imaginer les structures. Alors, c'est un travail assez systématique, un peu rationnel. C'est pas quelque chose, c'est pas une inspiration qui viendrait du Saint-Esprit ou d'ailleurs, mais c'est plutôt, d'une part, j'en ai entendu par d'autres, et puis, voilà, j'ai des exemples qui viennent, et puis je me dis par exemple la répétition. Il y a d'autres qui ont utilisé ça. Là. On répète un mot. À quel moment, si je dis poumon, 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 poumon. Voilà, là, je viens d'en inventer un. Enfin, c'est les rudiments d'un poème sonore, mais je dirais poumon. Et puis après, à quel moment où je dis poumon, 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 poumon. Si je respire chaque 3 poumons, voilà, un mot. Je prends le poumon pas par hasard parce que c'est la respiration. Voilà, par exemple. Et donc, j'essaie de nouer un sens de mot qu'on comprendrait, qui serait celui du poumon, et puis qui m'intéresse. Il y a plein de sons avec le poumon. Par exemple, alors avec les mousses du studio luxueux de en Fribourg, il n'y a aucun problème. C'est absorbé, mais parfois, quand je fais des performances en public, le micro, il fait des pets comme ça. Alors, les techniciens détestent ça. Et moi, j'adore parce que ça crée... Le cauchemar des techniciens. C'est le cauchemar des techniciens. Ah, mon Dieu, voilà, parce qu'ils pensent qu'ils auront une mauvaise note parce qu'ils n'ont pas prévu l'absorption Et cette explosion-là, moi, ça m'intéresse aussi. Ces phénomènes techniques sont intéressants aussi. Il y a des grands artistes du micro qui jouent avec le Larsen, avec les pets dans le micro, avec tous les bruits qu'on peut faire en passant la barbe de 3 jours comme moi sur le micro, toutes ces choses voilà, ces bruits annexes. Et moi, en pensant à poumon, j'ai ça, par exemple, et puis je dis ça parce que ça donnait lieu à un moment donné à un poème où je répétais le mot, et puis je me disais j'enlève chaque fois, je joue un peu sur ce mot sans le dire vraiment, mais poumo, j'enlève un phonème, une fois le M, une fois le on, une fois le P, une fois le ou le... Et puis là, je mets la respiration là-dedans parce que et tout à coup, je me suis dit, tiens, l'inspiration, ça pourrait être comme un phonème, donc poum. Voilà. Au lieu de dire poumon, je remplace le on par le... Puis après, je fais pou, on, pe, ou on. Voilà. Donc, je décale, je joue. Ça, c'est une façon... Voilà comment je peux faire un poème qui peut ensuite se structurer avec des répétitions. Donc là, j'ai pris l'exemple de certains poètes sonores qui, des jours où ils étaient un peu paresseux, fatigués, ils se contentaient de répéter le même mot. Je ne sais pas si tu as sûrement fait cette expérience, on a tous fait. On répète un mot 1000 fois comme gamin. On fait souvent, on prend n'importe quoi, machine, ou sel, ou remix, ou unimix, ou con, ou merde, ou salut. Et puis on le répète 1000 fois. Salut, 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 salut. Au bout de la 100e fois, ce mot très familier, si tu le répètes, tu es dans une transe et puis ça ne veut plus dire salut. Tu ne sais plus ce que ça veut dire parce que tu es un peu plongé dans le son de ce mot salut, ou micro, ou casque, ou n'importe quoi. Chocolat, tout ce qu'on veut. Fondu, puisqu'on est à Fribourg. Voilà. Et en répétant comme ça, donc cette expérience de répéter, c'est un modèle. On peut prendre ça comme un modèle d'expérience avec un bout de langage. Et puis je mélange ça à l'expérience de la respiration. Alors je travaille donc, ça c'est l'exemple d'un poème que je peux faire, et j'essaie de trouver une forme, et ensuite,
alors là, je commence un peu comme... Je pense que n'importe quel poète, et je sais, il n'attend pas l'inspiration divine, il travaille, je vais parler d'amour aujourd'hui. Tiens, un truc original. Tiens, si je faisais un poème sur l'amour. C'est Saint-Valentin, je le rappelle aujourd'hui. Bon, alors, amour, je fais un sonnet. Nanana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, amour, le jour. Voilà, je sais une rime, je trouve des trucs. Ah, ma belle, que l'amour, 12. Et puis après, ce jour, je sais pas, voilà. On travaille comme ça. Enfin, on met des mots. Enfin, c'est très technique, c'est très matériel aussi. C'est pas juste des idées nobles. Et on voit les poètes qu'on aime tous, Rimbaud ou autres, c'est très technique leur truc. C'est vachement travaillé. Et puis il y a des ruptures de son, de sens. Donc un peu la même chose qu'on est crayon ou ordinateur ou micro, en l'occurrence, comme un crayon. Puis j'essaie le p, tu vois, j'essaye et qu'est-ce que ça donne? Voilà comment je peux travailler pour faire un poème sonore. Ça, c'est au fond une forme assez classique, habituelle. Et puis je me réfère à d'autres exemples. Et puis il y a d'autres formes que j'explore. Là, je parle de mon cas, mais chacun a ses propres méthodes. J'aime aussi, moi, la question de l'improvisation. Et puis, alors c'est plus la forme de la performance qui m'intéresse. Et par exemple, je suis assez fasciné par Socrate, enfin comme on l'est tous, qui est un philosophe de l'oralité. Quand on lit les dialogues socratiques chez Platon, alors évidemment c'est ultra écrit et tout, c'est Platon qui retranscrit soi-disant l'oralité de Socrate, mais il y a quelque chose dans le développement, dans la conversation. Et Socrate n'était pas là en train de dire tiens, qu'est-ce que je vais parler maintenant de la douleur ou de la résistance à la douleur ou de l'amour ou de la vertu ou de la sagesse, comme ça. Il discutait, enfin il est mis en scène comme discutant. Donc cette idée que les idées viennent en parlant, en marchant en l'occurrence, hein, les péripatéticiens qui se baladent le long du portique et puis les idées viennent en marchant comme ça. Et cette idée me plaît beaucoup et j'ai développé par exemple un poème où en disant j'essaie qui s'appelle speech, qui est la forme qui a aussi une forme très 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 convenue dans notre société contemporaine. On fait un speech quand il y a pour le mariage d'un copain, je fais un petit speech ou pour la première communion de la nièce, ou au repas, ou à une soirée d'étudiants, ou à l'université. Je fais un speech. Voilà, on dit comme ça, faire un speech, quoi. Alors, j'aime bien cette idée de l'anglais qui vient en français, puis on ne se rend même plus compte que c'est de l'anglais, speech. Et puis cette forme assez libre, et puis je me suis dit, tiens, je me mets face aux gens, c'est ça la forme. Donc là, c'est plus un travail sur le phonème, sur la respiration, mais c'est un travail sur la forme même de parler aux gens. Et puis la poésie sonore, c'est aussi être face aux gens, puis leur raconter un poème, ou la poésie. Gamin, on a tous fait ça, on a appris la poésie de Noël ou de la fin d'année, puis devant l'arbre de Noël, ou devant l'école, ou à la fête de fin d'année, on fait sa petite poésie. Voilà, je me mets devant les gens, et je raconte quelque chose. Et puis si je faisais cette chose qui est le pire, à savoir, je me mets devant les gens, qui est le pire cauchemar qu'on puisse faire aussi, c'est-à-dire se mettre devant les gens et pas savoir quoi leur dire. Et devoir leur dire quelque chose. Qu'est-ce qui sort à ce moment-là? Donc si tu veux, cette contrainte formelle donne lieu à un poème que j'appelle speech, où je parle, mais je sais de quoi je vais parler quand même, parce que de quoi je vais parler quand j'ai rien à dire? Je parle du fait que j'ai rien à dire. Donc je parle de la parole je parle du fait que je parle. Voilà. Donc c'est un truc assez tortueux qui rejoint là un peu des trucs un peu philosophiques à l'ancienne, si on veut. Et ça donne un poème. Et là, je le fais parce que j'ai envie à chaque fois de voir ce qui se passe. Et pas tellement pour provoquer chez les gens, mais pour provoquer une écoute sur une pensée qui se construit sur elle-même. Oui. Et puis ça donne quelque chose. Alors c'est évidemment un moment de grand stress, et qu'est-ce qu'on fait quand on stresse? On trébuche, on respire, on est essoufflé, on fait des bégaiements, on finit pas ses phrases, on bafouille.
Donc ça donne plein de choses sonores au public de juger s'il trouve ça intéressant ou pas, mais ça donne une forme sonore à un discours. Voilà par exemple pour une autre idée de poésie que j'ai eue, que je décris parce que je l'ai faite à plusieurs reprises et puis je peux la décrire comme ça. Je ne suis pas en train d'improviser comme je le fais dans le speech, mais je raconte qu'est-ce que ça veut dire de parler. Et puis finalement, ça recouvre pour moi quelque chose qui est une préoccupation, qui est liée pas seulement à la poésie, mais à la vie en général. Qu'est-ce que c'est que la parole dans la vie ? Enfin, on passe beaucoup de temps à tchatcher. Il y a des gens qu'on insupporte, qui nous insupportent ou qu'on insupporte parce qu'on leur parle trop ou réciproquement. Mais cet acte-là, et puis le professeur face aux élèves, enfin cette posture-là, le stand-up aujourd'hui, cette forme où le gars raconte des gags ou la fille devant un public. Tu connais le stand-up ? Enfin, oui, forcément, oui. J'espère bien, c'est ta génération. Et il y a des gens très bons là-dedans, des gens moins bons, mais enfin, peu importe. Et puis cette forme-là, qu'est-ce que ça dit d'être seul, un micro, public ? Et voilà. Et pour moi, la poésie, c'est une forme. Comme d'autres diraient, j'ai fait un sonnet, puis j'ai pris 14 vers divisés en 4, 4, 3, 3, A, B, B, C, B, C, les formes de rythme. C'est une forme, en tout cas, qui reprend l'humanité, en fait, qui remet la personne au centre. Alors là, oui, qui désigne, effectivement, la personne, mais plutôt la parole de la personne, qui sort de la personne. Et derrière ce poème, pour en finir une bonne fois pour toutes avec ce poème, enfin, même si je le fais souvent, il y a aussi quelque chose qui est lié à l'histoire de la poésie sonore, dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a évidemment des gens avant ces poètes ou musiciens ou danseurs dont on parlait, ou danseuses ou chorégraphes des années 60-70, un peu novateurs, avant-gardistes. Eux avaient en tête aussi des modèles déjà de gens qui avaient cassé des règles. Alors par exemple, ils avaient Mallarmé, qui avait cassé l'espace du livre avec son livre « Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard », avec la typographie. Alors pour eux, ça c'est un modèle. Lui, il a fait en typographie, casse quelque chose dans l'espace du livre que nous, on aimerait casser dans l'espace sur scène, par exemple. Ou autre référence encore plus importante peut-être pour eux, pour ces gens dont je parle et que j'avais découvert dans mes jeunes années, c'est Dada et les futuristes, début du XXe siècle, qui avaient inventé des formes très extravagantes de déclamation de poésie, qui avaient même écrit des poésies, mais uniquement constituées de sons. Ils avaient fait les premiers poèmes phonétiques. Hugo Ball, par exemple, Tristan Tzara, et qui avait une théorie aussi là-dessus, qui écrivait Et Tristan Tzara, justement, il a écrit quelque chose qui m'a toujours fasciné, moi, c'est la pensée, c'est un petit aphorisme, la pensée se fait dans la bouche. Et je me suis dit, mais il a raison. Et en fait, quand je commençais à travailler à ce poème, ça a l'air bizarre de dire qu'on travaille un poème qui, au fond, n'est jamais prêt, puisque quand j'arrive sur scène, j'ai rien, j'ai les mains vides, il n'y a rien. Il faut juste une sorte de vide intérieur, qui est quand même un certain travail, pour faire ce poème, pour ensuite dire. Et je me suis dit, je vais prendre au mot, si je puis dire, ce que Tzara dit quand il dit la pensée se fait dans la bouche. Je me dis, je vais commencer à parler et on verra bien s'il y a de la pensée qui sort, quoi. Donc c'est pas la parole qui vient après la pensée, comme le veut l'ordre habituel. Mais ma maman me disait toujours, pense au moins avant de parler, quoi, parce que tu dis des bêtises. Voilà, toutes les mamans nous ont dit ça, en Valais en tout cas. Oui. Arrête de dire des bêtises, réfléchis 7 fois, tourne ta langue 7 fois avant de dire quelque chose, comme ça tu as eu le temps de dire est-ce que je dis une bêtise ou pas. Ça c'est l'ordre traditionnel, la pensée et la parole. Mais si on essaie de faire le contraire, je parle, zéro pensée, parce que j'ai rien à dire, et je le dis, et puis on verra bien s'il y a une pensée qui sort, quoi. Alors, je ne sais pas, c'est au public après à dire. Ça laisse aussi au public toute cette attitude, et c'est souvent le cas dans ces formes expérimentales, de la poésie sonore en particulier, ça laisse beaucoup de responsabilité au public. Parce qu'au fond, le public, il doit prendre là-dedans, il n'a pas un cadre. Alors, ça rejoint beaucoup l'effet de distanciation de Brecht. Aussi, oui. Il y a le public doit se rendre compte qu'il ne doit pas avaler ça comme du pain béni, qui est encore une référence à Fribourg, mais qui est tout fait et qui est tout cuit. Il doit au contraire faire ses choix,
peut-être réagir, dit, mais il dit vraiment des conneries, ce Vincent Barras sur scène, et au moins il aura réagi, enfin si on veut, ou il fait son choix et puis il réfléchit, il n'a pas un mode d'emploi tout prêt. Oui. Ce qui est quand même très souvent le cas, il faut bien dire, dans beaucoup de formes d'art telles qu'elles sont offertes au public aujourd'hui, institutionnalisées, où on attend du public une réception un peu passive, comme ça. Total. Voilà. Alors Oui. ça, c'est vrai que la poésie sonore, tant qu'elle n'est pas encore instituée, elle exige une responsabilité du public. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez cool, finalement. Oui, peut-être qu'au final, c'est bien que justement, elle ne soit pas tant répandue que ça, mais comme tu dis, institutionnalisée, parce que justement, ça lui laisse cette liberté et ça lui laisse ce choc. Oui. Ouais. Ouais. Et puis, j'ai vu aussi, tu fais pas mal de traductions. Tu en fais encore maintenant ou... Oui, ça, c'est une activité que j'aime beaucoup en faire. Ouais. J'en fais beaucoup et j'aime beaucoup en faire. Oui, Et donc, tout ce travail sur la sonorité, est-ce que ça t'aide aussi un peu à retransmettre peut-être la pensée de la personne lorsque tu... C'est vrai que les choses se rejoignent. J'ai toujours aimé faire, et j'en fais depuis pas mal d'années, mais ces dernières années, ça a tendu à... Je m'occupe aussi d'une revue avec des amis dans laquelle on fait beaucoup de traductions de poésie, qui s'appelle L'Ours Blanc, un peu de publicité au passage, aux éditions Hérolimite à Genève, un excellent éditeur. Et on a une revue avec des amis dans laquelle et moi en particulier, mais d'autres aussi, font la traduction de textes d'auteurs qu'on choisit. C'est un des buts. On publie des auteurs... alors ça, c'est de la poésie écrite, si tu veux. C'est pas une poésie sonore. On publie pas de CD, par exemple, ou de vidéos de ces gens-là, mais c'est de la poésie écrite, dans ce sens-là un peu traditionnel. Mais au fond, les frontières entre poésie sonore et poésie pas sonore s'estompent un peu finalement. Oui. Et par exemple, dans la question de la traduction, effectivement, en traduisant, et en choisissant aussi des auteurs dont je peux percevoir dans la langue l'effort sonore qu'ils ont, et certains d'entre eux d'ailleurs sont aussi des très bons performeurs de poésie sonore dans leur langue d'origine. Je pense à Elke Herbe, que j'ai traduit récemment, qui est une poétesse allemande, assez âgée désormais, mais qui est une très très grande dame importante de la poésie allemande, d'après ce que disent les spécialistes. Ça, je laisse les spécialistes allemands le dire. Moi, je trouve que c'est assez fascinant. Elle a parfois fait des performances en jouant ou des poèmes sonores où elle jouait vraiment sur les assonances explicitement, puis qu'elle les déclamait. C'est typiquement de la poésie sonore, entre guillemets. Voilà, et je me suis mis à la traduire. Et donc, c'est quelqu'un qui a d'emblée, comme poète, et pourtant elle est publiée comme poète écrite, et connue comme telle en Allemagne, et étudiée comme telle. On voit l'extrême importance qu'elle a à la sonorité. Alors peut-être pas dans le sens où moi je l'utilise, je parlais des bruits de salive, de bouche, et des choses comme ça, c'est pas tellement son truc, en tout cas pas dans ce qu'elle fait plus récemment, mais dans les jeux de sons, plutôt que des jeux de mots qui sont souvent des jeux de sons réciproquement, dans les associations d'idées que ça peut donner sur ce qu'elle écrit. Et là, c'est vrai qu'on est confronté comme traducteur, et c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je fais avec ça. Ça marche effectivement dans l'allemand, on peut faire des jeux de mots entre langue et... Qu'est-ce que... non, il faut que j'en trouve, mais enfin, comme beau et bon en français, on, voilà, beau et bon, enfin, l'équivalent en allemand. Et si je devais traduire ça en allemand, si dans ma poésie, dans ma composition, il y a quelque chose beau, bon, voilà, par exemple... En allemand, gut und schön, ça marche pas. C'est vrai. Ou difficile. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça et je suis confronté à des choix, parfois irrésolubles. Alors, je capitule et je dis, bon, mais je prends juste beau et bon, gut, schön, et puis, bon. Et l'inverse, s'il y a gut et schön, supposons, en allemand, puis en français, c'est beau, bon. Je dis, ah mince, il y a un jeu de mots en français... qui n'était pas en allemand, je rajoute quelque chose. Est-ce que, enfin voilà, c'est ça qui est intéressant dans la traduction. Est-ce qu'il faudrait rajouter genre une note ou une préface ou alors chaque traducteur se démerde comme il peut. Et puis ce qui est intéressant dans la traduction, c'est qu'il n'y a pas de traduction ultime. J'ai renoncé depuis longtemps à dire voilà, c'est la meilleure traduction ever. Dans 10 ans, ça paraîtra démodé ou pas.
je fais ce que je peux et au fond, je crée. Ce qui m'intéresse, c'est que ce que je peux faire avec le français en traduisant de l'allemand, et puis éventuellement tordre aussi un peu le français, que ça donne quelque chose qui modifie la langue d'arrivée, pas seulement voilà, qui fasse un peu violence à la langue d'arrivée. Je pense, pour moi, c'est ça la bonne traduction, c'est celle qui imprime quelque chose dans la langue d'arrivée et qui cherche pas à rendre tout fluide, joli, gentil en français, quoi. Qui apporte quand même une idée nouvelle. En Oui, quelque sorte. une idée, mais un son, une langue nouvelle, une parole nouvelle, pas seulement juste l'idée, justement. Voilà, c'est pour ça que mon activité de traduction, que j'aime beaucoup, que j'ai aussi fait dans mon métier de chercheur, que je fais aussi de chercheur en histoire de la médecine, où il s'agit parfois de traduire, y compris de langues anciennes, comme le grec, ça m'arrive de traduire. Je suis attentif à cette dimension-là. Évidemment, il ne s'agit pas de transformer les Hippocrate en poète sonore, j'ai pas cette prétention. Socrate peut-être, plus qu'Hippocrate, quoique. Mais bref, enfin, il ne faut pas non plus croire que tout est dans tout et réciproquement, mais ça apporte une attention, et la traduction, pour moi, a à voir avec le son. Et je suis content que tu émettes cette remarque et cette question, parce que tu touches un point essentiel de la question de la traduction, qui pour moi est très importante aussi. Ouais. Bah top, en tout cas excellent, merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais encore rajouter, si tu as peut-être un message pour les jeunes étudiants ou les jeunes de notre époque Découvrez, intéressez-vous, obligez vos professeurs à s'intéresser à des choses qui vous intéressent. Et de même, parce que comme professeur, je sais qu'on oblige les étudiants à bosser des trucs dont ils n'ont rien à faire. Réciproquement, c'est aussi intéressant. Et découvrez ensemble. Je sais qu'à Fribourg, il y a quelques enseignants, dont ceux qui t'ont amené à la poésie sonore, qui sont ouverts à ces choses-là. Voilà le conseil que je pourrais donner aux jeunes étudiants, c'est d'avoir cette curiosité-là. Alors, pourvu qu'il y ait... Moi, ce que je rêve, c'est de faire des millions avec ma poésie sonore. Je rigole. Non, mais enfin, vous n'êtes pas obligé d'acheter mes disques, hein, on est bien d'accord. Mais enfin, ouverture et curiosité. Et se dire que si vous étudiez, par exemple, la littérature, eh bien, la littérature, ce n'est pas seulement ce qui se trouve dans les manuels d'histoire de la littérature. De même que si on étudie, je ne sais pas, d'autres disciplines universitaires, ce n'est pas uniquement ce qui se trouve dans les manuels. C'est souvent les à côté qui sont intéressants. Un peu comme les poètes sonores. Essayez de faire des choses intéressantes. Et certains, je peux vous dire qu'ils y arrivent, en travaillant les à côté de ce qui est conventionnellement conçu comme la poésie. C'est en faisant d'un pas de côté que la perspective se crée. Quoi, même deux pas de côté, des fois. Top. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Merci, Ryan. Ça m'a fait vraiment super plaisir de t'avoir et que tu aies pris le temps de venir depuis Lausanne jusqu'à nos studios. C'est un long voyage. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite tout de bon. Merci.